Et notre invité ce matin sur France Info est Alexandre Nicolil. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Dans la politique, c'est clair, vous êtes député européen et porte-parole du Rassemblement national. On l'évoquait tout à l'heure, l'Élysée qui a donc annoncé hier en fin d'après-midi qu'Emmanuel Macron allait recevoir demain Volodymyr Zelensky. 2 semaines déjà après sa précédente visite et la signature de ce contrat, vous savez, les 100 rafales pour l'Ukraine. Qu'en attendez-vous de cette visite du président ukrainien ? Écoutez, je pense que c'est important que la France compte dans les jeux diplomatiques et politiques et parle aujourd'hui à l'Ukraine. Je trouve évidemment que c'est important qu'on ait ce lien-là parce qu'on voit qu'on a souvent été absent et l'Europe entière a été absent. Et quand on parle de résolution du conflit, on se tourne plutôt vers les États-Unis alors qu'on est un continent vous savez, une Union européenne aujourd'hui de 450 millions d'habitants, plus que les États-Unis. Ça se passe en Europe. On devrait pouvoir peser, compter, mais pour ça, il faut peser militairement, peser dans ce rapport de force international, être en capacité justement d'être craint et que quand on soutient un pays, eh bien, les gens se disent, et les autres nations, aujourd'hui dans ce rapport de force, eh bien, il y aurait la pression de la France et d'autres pays de l'Union européenne qui ferait que ce ne serait pas possible. Et c'est ce qui a entraîné le conflit en Ukraine. Ça faisait des années, nous, qu'on dénonçait justement ce déclin militaire de moyens qui avaient été mis. Vous savez, au début du conflit, la Corée du Nord était capable de produire plus d'obus que toute l'Union européenne réunie. Donc pour se faire entendre, justement, évidemment que la Russie ne nous respectait pas. Et aujourd'hui, face à des pays qui sont dans ce rapport de force et qui sont belliqueux, qui sont prêts à remettre en cause la souveraineté d'autres nations, il faut compter. Et que la France compte dans ce jeu international, discute avec tout le monde et puisse peser, c'est important. J'espère que ce ne sera pas que des discussions et que dans l'avenir, on pourra peser. Vous êtes derrière le chef de l'État, justement, dans cette posture de reprendre un peu la main sur les questions de défense en Europe, quand on voit que Donald Trump nous fait de l'ombre, clairement, avec ce plan de paix américain en discussion en ce moment là à Mar-a-Lago avec une délégation ukrainienne. Mais c'est ce que je vous dis. On voit bien que systématiquement, que ce soit d'ailleurs Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky, quand on parle de résolution de paix, ils se tournent vers les États-Unis parce que l'Union européenne a disparu de ces enjeux de rapport de force et de poids, justement, pour avoir une influence sur la résolution de conflits. Il faudrait une armée européenne ? Non, vous savez, le général de Gaulle disait que s'il n'y a plus de défense française, si on n'a plus la souveraineté militaire, la France ne serait plus une nation, elle serait autre chose, il disait. Eh bien, moi, je veux évidemment qu'il y ait une nation française, mais qu'il y ait d'autres nations de l'Union européenne. Et vous savez que l'Allemagne investit massivement avec un grand plan militaire, par exemple. Il faut que la France fasse de même pour pouvoir peser, mais en étant adapté aux enjeux de demain. Vous voyez, je suis ce conflit, évidemment, régulièrement, et aujourd'hui, on voit les FPV, ces drones terrestres qui prennent le pas de plus en plus. On a vu les drones aériens depuis quelques années. Mais ces enjeux-là nous poussent à devoir nous adapter justement et à pouvoir se dire qu'on va représenter aussi une puissance aussi technologique parce qu'il y a des progrès et des avancées comme on a rarement connu dans l'histoire. On est évidemment un pays qui a l'arme nucléaire. Là, on a la dissuasion nucléaire qui compte, mais il faut aussi on soit en capacité de soutenir parfois des nations, de peser justement dans ce jeu militaire pour que dans le rapport de force, on soit craint parce que dans un rapport de force, c'est celui qui est le plus fort qui gagne et qui est craint et qui est respecté et qui peut avoir une influence diplomatique. Les Ukrainiens qui ont été choqués, vous savez, par ce plan de paix américain, qui considèrent qu'il est largement favorable à Moscou, que c'est quasiment du copier-coller aux exigences de Vladimir Poutine. Le texte qui prévoyait notamment la cession des territoires occupés dans le Donbass, et le démantèlement également des moyens défensifs de l'Ukraine. Est-ce que pour obtenir la paix en Ukraine, il faut céder le Donbass à la Russie ? Mais aujourd'hui, c'est évidemment très compliqué parce que, je vous l'ai dit, c'était surtout avant qu'il fallait se faire respecter et être craint. Aujourd'hui, il y a... Ça veut dire quoi, qu'il est trop tard ? Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une avancée concrète de la Russie sur le territoire ukrainien, donc 78% sur l'oblast de Donetsk, 99,7% sur l'oblast de Louhansk. Donc qu'est-ce qu'on fait si demain on va avoir la paix ? Est-ce que Vladimir Poutine va accepter de retirer son armée ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut demain faire des référendums locaux organisés par l'ONU ? Ça peut peut-être être une solution, mais aujourd'hui, malheureusement, dans ce rapport de force, on a été obligé de s'incliner
fonctionné parce qu'on a abandonné cette idée de puissance en France et au sein de l'Union européenne. Et donc malheureusement, on subit et on est dépendant et l'Ukraine était dépendante de cette aide américaine. Et aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve acculée malheureusement. Mais nous, on est cohérents. On est à la fois pour défendre la souveraineté, et on a toujours été pour défendre la souveraineté ukrainienne, comme on est pour défendre la souveraineté, par exemple, serbe au Kosovo ou en Arménie, par exemple, sur le Haut-Karabakh. On considère qu'on ne doit pas remettre en cause militairement la souveraineté des nations, mais avec cohérence dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas toujours le cas de d'autres mouvements politiques. Donc accepter ce plan de paix américain, ce serait une capitulation, c'est ce que se dit Emmanuel Macron, c'est ce que vous suggérez finalement. Mais c'est pas une capitulation totale parce qu'il y aurait encore une armée ukrainienne. Mais moi, je ne suis pas justement dans ces entretiens précis et sur l'accord de paix précis. Vous savez, il y a un flou aujourd'hui quand même sur exactement qu'est-ce qui est demandé par les Américains. Mais je constate encore une fois que le seul plan de paix qui est réellement étudié et qui compte aux yeux des Ukrainiens et même des Russes, c'est un plan de paix américain. Où est l'Union européenne, qui, je le rappelle, a une population supérieure aux États-Unis, qui est la grande collectivité de nations européennes la plus proche justement de ce conflit et qui aujourd'hui est malheureusement ignorée par ceux qui doivent choisir justement quelle va être l'orientation du conflit, c'est-à-dire les deux protagonistes que sont la Russie qui a agressé l'Ukraine et l'Ukraine qui malheureusement a été victime de cette agression. Emmanuel Macron qui a annoncé cette semaine ce service national purement militaire, l'interdiction également des réseaux sociaux moins de 15 ans, les portables dans les lycées, la lutte contre la désinformation, en désignant clairement la Russie comme un ennemi, comme étant à l'origine aussi de fausses informations. C'est une sorte de guerre hybride qui est déclarée là. Mais on sait que la Russie peut mener cette guerre de différents moyens, justement, aussi de perturbations, y compris parfois sur des territoires ultramarins. C'est surtout aussi le cas de l'Azerbaïdjan, qui a eu une influence, que ce soit aux Antilles ou en Nouvelle-Calédonie récemment. Aujourd'hui, ça fait partie des menaces, comme la menace islamiste compte aujourd'hui dans notre pays concrètement sur le territoire. Et là, ça peut toucher directement la métropole aussi, avec des cyberattaques. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, on subit ça. Et donc, il faut s'y adapter technologiquement. Et la réponse, en tout cas, d'Emmanuel Macron sur ce service militaire, il faut être précis, ça sera donc 10 000 jeunes qui feraient ce service militaire en 2026. On monterait à terme à 40 et quelques mille en 2035. Je pense que je parlais tout à l'heure justement de ces FPV, de ces drones terrestres. Je pense que la guerre de demain, elle sera surtout technologique. Mais après, dans ce rapport de force, pouvoir compter sur une force supplémentaire humaine, ça compte, bien sûr. Mais la réflexion qu'on doit avoir sur ce service, que nous, on voudrait généraliser, elle est aussi sociale. Je pense que c'est important d'avoir un service qui va transmettre le patriotisme, par exemple, qui va former justement à aussi d'autres enjeux militaires, mais qui peuvent être aussi des enjeux de secourisme, des enjeux pour essayer de faire en sorte qu'on s'adapte à des menaces qui peuvent être civiles, par exemple former par exemple également avec des pompiers, avec tout ce qui les premiers secours, qui sont évidemment très importants. Et je voulais juste te dire, parce que ça, moi, ça me parle. J'ai fait une école de gendarmerie à 18 ans. Ça a développé mon patriotisme, justement, de voir les couleurs, de voir cette unité. Alors, c'était évidemment aussi facultatif, puisque c'était un engagement. Mais je suis convaincu que si on généralise ça, on pourra à la fois transmettre justement cette unité entre les Français, cet amour justement de la France qui est transmis dans le cadre militaire. Ça pourra permettre de retrouver un lien social plus important parfois avec des gens qui ne se mélangent plus, une jeunesse qui est divisée. Et ça pourra permettre à certains jeunes de se former à des enjeux aussi de demain, au-delà de l'enjeu militaire. Et je pense que c'est très important de généraliser ce service. Alors vous le disiez tout à l'heure, il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut être craint. Et encore faut-il avoir les moyens. Il y aura ce débat à venir le 10 décembre à l'Assemblée avec un vote à l'issue pour déterminer justement quels moyens donner à l'armée et le service national. Vous allez y participer. Que comptez-vous dire sur l'orientation justement du budget? Plus de dépenses pour la défense? On a toujours soutenu ça. Mais nous, justement, quand je te parlais de ce rapport de force, certains disaient « Mais non, mais vous ne comprenez pas, l'enjeu aujourd'hui n'est plus militaire et tout ». On remarque qu'ils ont eu tort. Et nous, évidemment qu'on continue
de soutenir les moyens qui pourraient être mis demain encore plus sur la défense, quand on sait que la Pologne en Union européenne va mettre beaucoup d'argent et veut devenir la première armée européenne. L'Allemagne a cette propre ambition. On met moins de moyens, on a des plans moins ambitieux par rapport à ça. Mais si, tout à l'heure, vous parliez de défense européenne, la défense de l'Europe, c'est la coalition de grandes défenses nationales. Eh bien, j'espère que la France va pouvoir conserver cette première place de première armée européenne, pouvoir compter justement pour aussi influencer d'autres pays européens, parce que encore une fois, on est dans ce rapport de force qui peut être de tout type, diplomatique, mais qui est quand même lié à cette force militaire, parce que pour être respecté, il faut incarner une force et une puissance. Et on ne peut pas être déclassé aussi dans ce domaine-là, surtout qu'on a des atouts, évidemment, avec des grandes entreprises de production militaire qui doivent aussi s'orienter vers des enjeux technologiques modernes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment les drones. Jordan Bardella a agressé hier, dans le Tarn-et-Garonne. Un homme s'est jeté sur lui lors d'une séance de dédicace hier après-midi, à Moissac. Le président du RN a été exfiltré avant de reprendre la signature de son dernier livre. Il a porté plainte, lui et le RN. Vous en savez plus ce matin sur le profil de l'agresseur? Oui, je crois que j'ai eu la presse. C'est un homme qui se revendique antifa, une personne âgée. Ça en dit long aujourd'hui sur la violence de cette mouvance d'extrême gauche qui n'est pas assez combattue judiciairement, qui n'est pas assez combattue aussi par leurs alliés idéologiques de gauche, qui leur fournissent, je parle des antifas et ces groupes, des salles, parfois dans les municipalités de gauche, qui refusent de les condamner. Je vais vous dire, je suis tourangeau. À Tours, vous avez des affiches placardées avec écrit « Décapitons les riches », avec écrit j'ai la guillotine qui me démange, par exemple, de ces groupes antifa. Donc ça en dit long aussi sur la violence en politique en général. Vous vous en souvenez, Emmanuel Macron qui va aussi être agressé, un G2 oui, mais au salon de l'agriculture. Juste si je peux me permettre, parce que cette violence physique, elle va parfois très loin. Nous, on a eu Éloane Racineux et Léonard à Rennes qui se sont fait tabasser par des antifas. Ces antifas voulaient les lyncher à mort. Ils ont été sauvés par un drone qui est intervenu, justement, quand on parle d'outils modernes. Je pense à Pierre Le Camus, à Bordeaux, qui a été lynché à une trentaine d'antifas contre, ils étaient je crois 4 ou 5, gratuitement alors qu'ils prenaient juste un verre. Mais Jordan Bardella est aujourd'hui menacé régulièrement, mais justement par cette mouvance qui n'est pas combattue. Et je remarque qu'une gauche qui, à juste titre, défend se bat contre la violence faite aux femmes, ne dit rien quand ces antifas s'en prennent aux femmes de Némésis et à des adversaires politiques ou à des femmes du Rassemblement national. Cette gauche qui, à juste titre, combat la peine de mort, est prête à accepter que ces groupes appellent au meurtre. Je vous l'ai dit à Tours par exemple, mais c'est le cas régulièrement, appellent au meurtre d'adversaires politiques. C'est-à-dire que pour cette gauche, quand on est un tueur, un criminel, on ne mérite pas d'avoir la peine de mort, et je le partage, mais quand tu es un opposant politique, ce n'est pas condamnable d'être frappé, massacré parfois, et parfois même menacé de mort. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous, Alexandra Nicolaï. Je suis les informés de l'Europe du côté de Radio France. Très belle journée à tous sur France Inter.